Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Pour nous accompagner durant ce journal, Juliette Corré, directrice de la délégation de Mayotte à l'ARS, l'Agence régionale de santé. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce matin se tenait une conférence de presse dans vos locaux à Mamoudzou. Nous en parlerons avec vous. Vous avez parlé de votre bilan durant les 5 dernières années. Mais avant, je vous propose de voir les titres de ce mercredi 8 avril. Le vol de cuivre s'amplifie à Mayotte. Enzo Recyclage dénonce des actes de plus en plus fréquents et violents. Les pertes sont estimées à plusieurs milliers d'euros. Explication dans ce journal. Après 5 ans de présence sur le territoire, l'Agence régionale de santé dresse son bilan. Et malgré une attractivité toujours mise à mal, l'offre de soins et la prévention se sont largement développées. Avoir des vêtements sur mesure, c'est tendance. Vendeurs de tissus et couturiers, nous sommes allés rencontrer les premiers concernés par cette nouvelle mode. Reportage à la fin de cette édition. Le phénomène est répandu depuis plusieurs années en métropole et il arrive à Mayotte. Il s'agit du vol de cuivre. L'entreprise Enzo Recyclage en a fait les frais. Depuis quelques jours, les voleurs n'hésitent plus à venir piller ce matériel en plein jour et au nez des surveillants à Kawini. Au-delà du préjudice financier, c'est la violence des faits qui inquiète aujourd'hui l'entreprise. Reportage Camille Leca et Abbas Salidi. En faisant le tour du site ce matin, le propriétaire d'Enzo Technique Recyclage ne peut que constater les dégâts. Son stock de cuivre a été à nouveau pillé. Des vols qui sont constatés depuis la création de l'entreprise en 2006, mais qui depuis quelques semaines sont de plus en plus fréquents et surtout violents. Même mes chiens sont attaqués à coups de sabre, hein, donc on se demande jusqu'où on va aller dans la violence. Hein. J'ai peur pour mes employés, hein. Donc je ne sais pas comment on va gérer ce problème. Avec un kilo de cuivre qui se revend entre 3,50 € et 4 €, aujourd'hui le chef d'entreprise estime sa perte sèche à près de 10 000 €, soit 3 tonnes de perdus. Et s'il est assuré pour les vols, ce n'est pas suffisant pour couvrir son manque à gagner. Le réseau mahorais du vol de cuivre semble plus structuré qu'auparavant. Mais comme le constate Enzo, en première ligne, ce sont toujours des jeunes adolescents qui sont impliqués. On voit bien que ce sont des jeunes, hein, puisque bon, je l'ai constaté par moi-même, hein, des gamins entre 8 et 12 ans, hein, qui rentrent dans le site, même en présence de mon personnel. Hein. Enzo Technique Recyclage a déposé plainte la semaine dernière et espère que le réseau sera vite démantelé. Le cuivre est de plus en plus convoité à Mayotte, comme en métropole où il demeure le métal le plus dérobé, atteignant 60% des vols tous métaux confondus, pour des préjudices se chiffrant à des centaines de milliers d'euros. Le 15 mars dernier, le corps sans vie de Bamama est retrouvé dans les escaliers de l'ancienne place du marché à Mamoudzou. Et depuis, la famille du défunt se bat. 3 semaines d'une bataille administrative à l'issue de laquelle son frère Abdou a pu récupérer sa dépouille. Reportage Shakila Youssouf et Fred Souleymana. Cette mère ne trouve plus le sommeil depuis que son fils a été retrouvé mort le 15 mars dernier près du marché de Mamoudzou. Elle espérait pouvoir se recueillir devant la dépouille de son fils, mais ça ne sera pas possible. L'autopsie n'a été réalisée qu'hier, soit presque un mois après sa mort. La famille a dû attendre aujourd'hui 16 heures pour que le corps lui soit restitué, mais ils ont dû se contenter d'une courte prière près d'un cercueil mis sous scellé. C'est une famille laquelle la maman, elle ne travaille plus, elle ne travaille pas d'ailleurs. Le défunt même, il ne travaille pas. Son petit-fils qui est là, il ne travaille pas. Donc vous voyez déjà la maison là où ils habitent. Sur ce, le règlement de la législation dit, dans le domaine de pompes funèbres, l'article 22, 23, 27, le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission du service public définit l'article 22, 23, 19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques et ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ses obsèques.
Pour pouvoir récupérer le corps, le frère de la victime a dû s'acquitter de plus de 3 000 € de frais, une somme importante pour cette famille démunie, surtout qu'une aide financière de la municipalité devait leur être versée. Toutes les conditions étaient réunies pour qu'ils en bénéficient, mais la mairie de Mamoudzou a finalement refusé de les aider. Seulement le frère de Bamama ne compte pas en rester là et compte porter l'affaire jusqu'au tribunal. Et cette information, les locaux de la CAF à Kaweni saccagés par un individu, ordinateur jeté en l'air, bureau renversé, photocopieur détruit. Cela s'est passé en fin de matinée. Selon un témoin de la scène, l'homme aurait, je cite, craqué car il n'a pas été payé du RSA, fin de citation. Une crise de colère qui a obligé les allocataires à quitter les lieux alors que certains agents ont dû, eux, prendre la fuite en passant par la fenêtre. 2 agents de la CAF ont poursuivi l'individu, l'ont rattrapé et maîtrisé. Il est actuellement entre les mains de la police. L'Agence régionale de santé de Mayotte soufflait ses 5 premières bougies ce matin. Promotion de la santé, prévention, développement de l'offre de soins à l'hôpital de proximité ou dans le secteur médico-social. Le chemin parcouru est positif et même si la pénurie de professionnels de santé est toujours une réalité, l'ARS et ses partenaires se veulent rassurants sur l'avenir. Reportage Camille Leca. À l'origine, en 2010, le pari d'un regroupement des politiques de santé de la Réunion et de Mayotte pouvait paraître ambitieux. Mais à l'heure du bilan, le pari est plutôt réussi. Si certaines lacunes sont encore là, l'offre de soins s'est-elle considérablement développée, comme le constate la directrice générale de l'ARS Océan Indien. On a créé des choses qui n'existaient pas à Mayotte en matière d'offre de soins. Je rappelle qu'il n'y avait pas d'IRM, par exemple, c'est quand même de l'imagerie pour absolument indispensable. Il n'y avait pas de dialyse, il n'y avait pas de transport sanitaire ambulancier, il n'y avait pas de SAMU, et tout ça, il y en a maintenant. Et on est passé d'un budget d'hôpital de 140 millions à maintenant 180, on n'en est pas loin, pour arriver à faire face aux besoins des soins. Donc, c'est quand même une explosion, un rattrapage, c'est peut-être pas un mot élégant, mais c'est quand même de ça qu'il s'agit. On le répète sans cesse, il n'y a pas assez de médecins à Mayotte et surtout de spécialistes. L'activité de l'hôpital a augmenté de 10% l'année dernière et malgré le manque d'attractivité dont souffre toujours le territoire, le budget est là et des recrutements sont en cours. Là encore, le constat n'est pas si alarmant pour le directeur du CHM. Sur 200 postes budgétés, on a environ 90 équivalents temps plein, avec pour objectif d'atteindre les 100 équivalents temps plein peut-être d'ici la fin de l'année. Il y a sans doute l'effet indemnité particulière d'exercice qui permet à la fois aux médecins présents de s'investir dans les 4 ans qui viennent, de les maintenir dans les 4 ans qui viennent, et puis je pense d'en faire venir d'autres également. Ce qu'il faudra retenir aussi de ces 5 premières années d'existence, c'est la prévention des maladies vectorielles avec une quasi-éradication du paludisme, la surveillance accentuée de la qualité des eaux, la lutte contre la malnutrition ou encore le lancement du plan autisme en 2014. Cette liste n'est pas exhaustive, le champ d'action est large et malgré les difficultés du territoire, l'Agence régionale de santé a la volonté d'agir. Reste à savoir si les grandes orientations nationales suivront pour qu'enfin Mayotte bénéficie d'un système de santé pérenne. Alors on vient de le voir dans le reportage, les choses ont beaucoup évolué en matière de santé à Mayotte. Oui, en effet, donc on a vu le chemin parcouru, que ce soit sur le champ de la prise en charge des soins par le CHM, de l'ouverture de services qui n'existaient pas, mais aussi de la mise en place du secteur médico-social, l'ouverture de structures pour la prise en charge de personnes handicapées. Oui, c'est un chemin parcouru, mais il n'est pas terminé. Alors on parle de l'ARS Océan Indien. Est-ce que les problématiques que vous rencontrez à Mayotte sont forcément les mêmes qu'à La Réunion ? Alors, il y a un certain nombre de problématiques qui sont les mêmes problèmes de santé que sont les maladies transmises par les vecteurs, les moustiques, que sont les problématiques de diabète et des maladies associées, les maladies cardiovasculaires, mais elles ont une acuité différente à Mayotte. La population est différente, la structure de la population est différente, la population est beaucoup plus jeune, et puis l'histoire, le mode de fonctionnement de la société mahoraine n'est pas celui de La Réunion, et forcément la santé
santé est prise en compte différemment par la population elle-même. Et le retard qu'on a sur Mayotte, sur l'ouverture de certains services, fait que forcément Mayotte est un peu plus en retard que La Réunion. Alors on a beaucoup parlé également de la prise en charge des handicapés. Comment ça se passe à Mayotte? Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Alors, à Mayotte, la prise en charge du handicap, réellement dans le cadre de la réglementation médico-sociale, ne date que depuis 2012. Avant, il y avait des initiatives associatives qui prenaient en charge les enfants handicapés. On a labellisé ces structures et on a ouvert des places. En 2014, on avait à peu près 300 places. L'objectif jusqu'à 2018, c'est plus de 500 places. Donc on double le nombre de places. Pour autant, c'est insuffisant puisqu'on part de très loin et que le rattrapage devra se continuer sur les années qui viennent. Mais il faudra professionnaliser les structures, il faudra recruter le personnel et il faudra trouver des opérateurs. Donc c'est un long chemin encore qui nous reste à parcourir. Alors on a parlé également de la lutte contre la malnutrition. On voit que l'obésité est une thématique qui revient un peu partout aujourd'hui. Est-ce qu'à Mayotte on y est? Oui, à Mayotte, on a à la fois des problèmes d'obésité que l'on essaie de traiter, de prévenir par des actions de santé spécifiques, et notamment grâce au réseau Redia Bilang. Mais on a aussi une problématique de malnutrition des enfants sur lequel on est très mobilisé aussi, parce qu'il y a des conséquences après sur la vie de l'enfant importantes. Alors aujourd'hui, à l'état des hôpitaux à Mayotte, qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à ce que c'était il y a quelques années? On a vu beaucoup d'équipements, mais on se rend compte que les professionnels pour s'en servir ne sont pas forcément présents. Alors, à Mayotte, on a une structure de l'offre de soins un peu particulière puisqu'on a un seul hôpital. On a réussi à ouvrir une structure privée pour la prise en charge de la dialyse. Pour autant, le CHM, puisqu'il s'agit du CHM, a évolué dans les services qu'il a ouverts et il va évoluer beaucoup dans les années qui viennent. Et vous parlez des problèmes, en effet, il n'y a pas que les structures. Ouvrir des structures, si on a les moyens, c'est encore facile. Il faut les faire fonctionner, il faut les professionnels. Et c'est là où on travaille sur un plan attractivité pour essayer de pouvoir faire en sorte que Mayotte devienne un territoire attractif pour les professionnels de santé. Et qu'on ne véhicule plus une image négative qui est préjudiciable au recrutement de professionnels sur la durée. Alors on a beaucoup parlé des habitudes des Mahorais par rapport à tout ce qui est système de santé. On sait que beaucoup d'entre eux préfèrent aller dans les PMI. Comment ça se passe en ce moment Oui, c'est vrai. La PMI a un rôle très important à Mayotte, comme aucune PMI de France ne l'a. Elle prend en charge les femmes enceintes, 80% je crois des femmes enceintes. Elle prend en charge la vaccination des enfants de 0 à 6 ans et on sait que la couverture vaccinale, c'est important qu'elle soit la plus complète possible pour éviter que les enfants attrapent des maladies. La PMI est présente sur 22 sites, donc c'est une offre de proximité et qui, dans l'organisation de la prise en charge des femmes enceintes et des enfants, est fondamentale. Alors, on a parlé de la lutte antivectorielle. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ces vecteurs sont en phase d'éradication ? Alors, les vecteurs, malheureusement, ils existent toujours, puisque le moustique est présent, le moustique qui transmet la dengue, le moustique qui transmet le palu. Alors, sur le paludisme, il n'est pas encore éradiqué, puisqu'il y a eu encore quelques cas, mais on est en phase d'éradiquer le paludisme. Pour autant, on continue la prévention. Sur la dengue, on l'a vu l'année dernière, on a eu 500 et quelques cas de dengue, et le vecteur, il est bien là. Donc on le surveille, on traite les gîtes où il pourrait se cacher, on prévient la population, on l'informe, on lui demande d'être vigilante, on lui rappelle comment se transmet la dengue, de se protéger, de protéger son environnement pour éviter que les moustiques s'y développent. Donc ça, c'est un travail de tous les jours de nos équipes de lutte antivectorielle. Alors comment ça se passe justement, ces équipes, elles vont comment? Elles vont à la rencontre des personnes, il y a des programmes qui sont faits, on peut savoir qu'une équipe de l'ARS va passer dans le quartier à telle date, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs modalités de
d'intervention. Lorsque on a des cas qui ont été indiqués sur un quartier, les équipes de lutte antivectorielle vont voir le cas, traiter autour du cas et informer la population tout autour pour qu'elle se protège. Il y a aussi, quand on voit que l'épidémie commence à s'instaurer dans un quartier, qu'on a de plus en plus de cas dans un quartier, un traitement à plus grosse échelle, c'est-à-dire avec des mécanisés, pulvérisation de tous les gîtes larvaires qui existent dans le secteur. Et donc ça peut être assez impressionnant parce que on traite quand même des surfaces importantes. Et puis ce qui est important, c'est la communication que l'on peut faire en direction de la population pour qu'elle sache se protéger des piqûres de moustiques, ce qui n'est pas toujours très facile. Se protéger et se prévenir également. Et se prévenir, c'est-à-dire prévenir, c'est dans son environnement, qu'elle évite de laisser des espaces où les moustiques pourraient se nicher, puisque toutes les flaques d'eau peuvent être des nids à larves de moustiques. Alors on va continuer avec notre information. Donc en marge de cette conférence justement de presse, la directrice générale de l'ARS Océan Indien, Chantal De Cinglé, en a profité pour faire le point sur la collaboration entre le centre hospitalier de Mayotte et le CHU de la Réunion. On l'écoute au micro de Camille Lecard. Quand on a créé le CHU à La Réunion avec une fonction Océan Indien, l'ARS a dit qu'il faut absolument que dans la création du CHU, on inscrive le fait que quand on vient travailler comme professeur d'université praticien hospitalier au CHU à La Réunion, on vient aussi travailler à Mayotte. Ça fait partie de l'obligation. Et le patron du SAMU le fait vraiment très bien et c'est grâce à lui qu'on a pu créer ce centre. Il est vrai aussi que les équipes de Mayotte au niveau du SAMU et des urgences, avec le docteur Mohamed Abdou, que je salue vraiment, il est actuellement président de la CME, il a fait un travail fantastique de rapprochement et de travail en confiance avec ses collègues, ses confrères de La Réunion. On a vu ici une proposition de collaboration entre le CHM de Mayotte, le Centre hospitalier de Mayotte, et le CHU de La Réunion. Est-ce que ça montre justement les problèmes qu'il y a justement à Mayotte ? Oui, je crois que Mayotte n'a un peu ce qui se passe. Ça confirme ce qui se passe. Mayotte a besoin de la compétence du CHU, de la compétence technique des médecins du CHU. Elle a besoin aussi des spécialités qui existent au Centre hospitalier universitaire de La Réunion parce qu'elle n'a pas les professionnels pour les traiter. Donc une collaboration intelligente dans le cadre d'une convention entre le CHM et le Centre hospitalier universitaire de La Réunion permet d'atténuer les difficultés que l'on a à Mayotte. Évidemment, ça peut obliger les patients mahorais à être soignés à La Réunion, mais la convention qui permet de faire venir des professionnels de La Réunion au CHM est quand même intéressante pour éviter que les patients justement soient transférés à La Réunion. Alors, une obligation contractuelle justement pour ces professionnels de la santé, c'est quand même, ça prouve bien qu'à Mayotte, les médecins ne veulent pas forcément y venir. Oui, c'est toujours un problème. Les médecins ne veulent pas toujours y venir. Alors, c'est vrai que les choses se sont améliorées par rapport à la mi-2014, puisqu'on a été en difficulté mi-2014, notamment sur la gynécologie obstétrique. Les choses se sont améliorées. Peut-être une meilleure information faite, peut-être une plus grande attention sur la prise en charge des médecins qui arrivent de la part du CHM. On fait la mise en place de l'indemnité particulière d'exercice. On fait que des médecins arrivent, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on continue à travailler sur l'attractivité du territoire. Alors les orientations dans les prochaines années ? Alors les orientations, c'est toujours développer l'offre de santé, l'offre de soins, développer des activités qui n'existent pas, les soins de suite et de réadaptation par exemple, qui vont ouvrir en 2018. C'est poursuivre notre rattrapage sur le secteur médico-social, autant pour les enfants handicapés que les adultes handicapés, mais aussi pour les personnes âgées, en lien avec le Conseil général, puisqu'on partage la compétence. C'est aussi poursuivre toutes nos missions sur la qualité de l'eau.
qui sont importantes à Mayotte, puisqu'on a une partie de la population qui n'a pas accès à l'eau potable. Donc ça, on y veille, puisque l'eau peut être vecteur aussi de maladies. C'est aussi travailler sur l'attractivité du territoire. C'est aussi essayer de faire que l'offre libérale puisse se développer, l'offre privée à côté du CHM puisse se développer pour qu'on ait un panel de services qui puisse répondre aux besoins de la population. Merci beaucoup Juliette Corré. On Merci continue ce journal avec l'inauguration ce matin de la toute nouvelle annexe de la police municipale, un espace que la mairie de Mamoudzou a voulu dédier à ses administrés. Pour l'occasion, le procureur, le commissaire de police et ainsi que le maire de la commune étaient présents, Shakila Youssouf et Fred Soulaïmana. C'est avec la plus grande fierté que les policiers municipaux ont accueilli leurs supérieurs pour la présentation ce matin de leur nouvelle annexe. C'est désormais dans cet espace qu'ils vont recueillir les doléances de la population. Un minimum de 4 policiers seront ainsi présents, avec pour chacun un rôle bien défini. Donc il y aura 4 agents permanents dans cette poste, bien sûr en renfort avec d'autres effectifs qui vont passer à relayer au fur et à mesure tous les heures. Voilà. Mais dans la zone, dans l'ensemble, il y aura une patrouille d'une manière générale. Mais ici au poste, il y aura 4 agents qui seront affectés ici. C'est donc officiel, le mobil-home qui a pris la place des marchands ambulants sur la jetée est ouvert au public de 6h à 21h. Un projet qui a coûté plus de 34 000 € à la municipalité. Mais pour le maire de la commune, le plus important, c'est le service offert aux administrés. C'est l'ouverture officielle de ce poste avancé à la place du marché et aux alentours. C'est une satisfaction de l'avoir enfin ouvrir officiellement pour permettre déjà à nos agents qui seront là d'assurer la sécurité, mais aussi de veiller à ce qu'il n'y ait pas de l'insalubrité dans ces environnements. Situé en plein cœur de Mamoudzou et au vu du nombre de faits de délinquance enregistrés dans cette zone, la nouvelle annexe pourrait très vite être prise d'assaut. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mercredi 8 avril, présenté par Camille Leca. Asseoir la place de Mayotte et des autorités cadiales dans le débat sur la consolidation d'un islam de France, c'était le souhait qu'exprimait le député Ibrahim Aboubakar dans un courrier au ministre de l'Intérieur. Et il a été entendu. Le 2 avril dernier, le ministre a répondu à son courrier envoyé début mars. Dans cette réponse, le ministre indique que les cadis seront d'une indispensable contribution au moment où le gouvernement entend consolider un islam de France. Pour rappel, Bernard Cazeneuve avait lancé la réforme du culte musulman en France lors du dernier Conseil des ministres le 25 février. Le gouvernement souhaite ainsi apaiser la situation alors que la représentation institutionnelle de l'islam est critiquée partout sur le territoire. Le deuxième volet des fonds européens est ouvert. La direction de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, la DAF, lance un appel à projet dans le cadre du Fonds européen agricole de développement rural à Mayotte, le FEDER. Le dispositif concerne les services de base et équipements de proximité pour la population rurale. Il finance la mise en place de petites infrastructures comme des marchés locaux, des salles polyvalentes ou encore la création de centres d'affaires. Objectif général, promouvoir une amélioration du cadre de vie des populations en zone rurale. Les collectivités territoriales, les établissements publics, les associations et les entreprises délégataires d'un service public peuvent en bénéficier. La date limite de dépôt des projets est fixée au 1er juin à 17h. Grande journée de mobilisation prévue demain. C'est un appel national interprofessionnel lancé par la FSU, la CGT, FO et Solidaire pour protester contre la politique d'austérité du gouvernement. À Mayotte, le SNES FSU et le SNUIPP participeront au mouvement. Les revendications porteront essentiellement sur les augmentations de salaire et l'amélioration des conditions de travail. Les syndicats enseignants vont notamment rappeler qu'ils exigent le respect des engagements sur le décret de 1996 et sur la clause de revoyure prévue cette année, ainsi que sur la renégociation des taux d'indexation des salaires. Les manifestants sont attendus demain matin dès 8h30 sur la place de la République.
Depuis plus de 40 ans qu'il exerce son métier, Hakimi Komema ne compte plus les mètres de tissu qu'il a vendus, ni même le nombre de clientes qu'il a vu défiler dans sa boutique. Une clientèle majoritairement féminine dont les habitudes vestimentaires évoluent continuellement. Une évolution qu'il suit avec une attention particulière à laquelle il s'attache à répondre du mieux qu'il peut. Les précisions de Shakila Youssouf et de Fred Souleymana. De toutes les couleurs, de toutes les matières, il y en a pour tous les goûts. Bref, des tissus, ce magasin en est rempli. Encore faut-il savoir lequel choisir. Si pour les habitués l'exercice est plutôt aisé, pour les nouvelles clientes, cela peut très vite devenir compliqué. Mais heureusement, elles peuvent compter sur les conseils avisés des vendeurs. On se concentre plus sur les tissus traditionnels, comme le number one et les tissus de Salouba et tout ça. Et sur les tissus d'habillement, de moins en moins. Les couturiers professionnels, il y en a de moins en moins. Et les clients, ils n'arrivent pas à trouver le bon couturier pour faire. Des fois, ils ne sont pas satisfaits. Avec des goûts de plus en plus affirmés et surtout soucieuses d'avoir la pièce que les autres n'ont pas, elles sont de plus en plus nombreuses à délaisser le prêt-à-porter pour se tourner vers le sur-mesure. Les goûts et les couleurs ne se discutent peut-être pas, mais depuis quelque temps, la tendance est au tissu africain et cela n'a bien sûr pas échappé aux commerçants. Ça dépend des clients, quoi. Ils viennent aux boutiques pour regarder les tissus africains et ça leur intéresse. C'est pour ça que je viens chez Hakimi Komema pour acheter beaucoup de tissus. Rien n'est trop beau pour ces femmes et les couturiers en savent quelque chose. Et si ces derniers mettent du cœur à l'ouvrage pour satisfaire leur clientèle, il reste tout de même une ombre au tableau. Pris par le découragement, l'avenir s'annonce donc incertain pour les couturiers du quartier. Mais pas de panique, mesdames, une nouvelle génération de couturiers se prépare à prendre la relève, à l'instar de ceux formés dans la section couture du centre de formation de l'AGEPAC. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants Ornella Périne pour la météo. À 19h35, vous pourrez revoir l'invité du temps de parole, le propriétaire de l'entreprise Enso Technique Recyclage. Il était ce matin au micro de Patrick Meillan. Bonne suite de programme à vous sur KTV.